Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à notre Histoire en tête, l'émission de la Société historique de Montréal. Bonjour à tous, ici Robert Comeau, historien et animateur à la Société historique de Montréal qui produit l'émission Notre Histoire en tête. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le politologue et écrivain Denis Monnière, qui a été jusqu'en 2012 professeur titulaire au département de sciences politiques de l'Université de Montréal. Bonjour Denis. Bonjour Robert. Vous avez publié plus d'une cinquantaine d'ouvrages entièrement consacrés à l'analyse de la politique québécoise et souvent sous l'angle historique. Vous êtes vraiment, on peut dire, prolifique. Vous avez été récipiendaire de prix prestigieux comme le prix du gouverneur général du Canada, le Grand Prix littéraire de la Ville de Montréal et le prix de la présidence de l'Assemblée nationale. Indépendantiste de la première heure, vous avez été membre d'abord du Rassemblement pour l'indépendance nationale et vous militez toujours pour l'indépendance. Vous avez même fondé un parti indépendantiste lorsque René Lévesque a pris le beau risque avec Brian Mulroney. Je crois que c'est en 1984-85. Vous êtes toujours indépendantiste et vous publiez régulièrement dans la revue L'Action nationale. Vous allez aujourd'hui nous présenter votre plus récente publication qui a pour titre « Michel Lalonde, Penser l'émancipation ». Cet ouvrage sur l'auteur du poème Speak White a été écrit en collaboration avec Catherine Berthaud-Lavenir, qui a été professeure en histoire contemporaine de la Sorbonne Nouvelle et qui, un jour, a été professeur invité à l'Université de Montréal. Alors, cet ouvrage sur Michel Lalonde est paru en 2025 chez l'éditeur L'Action nationale. Mais avant d'aborder votre publication sur la poète Michel Lalonde, qui est décédée en 2021, pourriez-vous nous présenter vos deux ou trois récentes publications, parce que vous en produisez plus qu'une par année. Alors, peut-être nous parler, je crois qu'il y a eu Roger Frappier. Oui, alors il y a eu... je me suis intéressé depuis quelques années à la littérature et à la culture et son rapport au mouvement national du Québec. Donc, dans ce cadre-là, je me suis intéressé à Roger Frappier et j'ai fait sa biographie qui s'appelle, Roger Frappier, Oser le cinéma québécois. Alors, ça m'apparaissait intéressant de mettre en évidence comment ce producteur de cinéma, Frappier est reconnu pour être un réalisateur, mais aussi un producteur de films. Et il a eu un Oscar en 2022 ou 2023 avec... j'ai oublié le titre de son film, le film de Jane Campion. Et à partir de ça, je me suis dit, tiens, un Québécois qui a réussi, qui a fait son œuvre à Los Angeles, qui a été sur tous les grands films québécois. Il a fait beaucoup de films au Québec aussi. Il a produit énormément de films. J'ai dit, bon, il vient d'où? Qu'est-ce qu'il a fait? Comment en est-il arrivé là? Il était d'abord réalisateur, je pense. Oui, à l'origine, Frappier est un réalisateur de films. Oui, il a fait Le Grand Cirque ordinaire, il a fait des films qu'on pourrait appeler d'époque, là, dans les années 70. Et après, il est devenu producteur à l'ONF et après, il est devenu producteur dans sa propre maison d'édition. Donc voilà, j'ai fait sa biographie pour mieux connaître l'interaction qu'il y avait entre la culture et l'affirmation nationale. C'était ça ma problématique. Comment s'inscrit la culture, la création dans le développement de l'affirmation nationale québécoise? Alors voilà, ça, c'est il y a 3 ans de ça. Et puis après ça, j'ai fait un autre livre qui, lui, me ramène plus à une préoccupation historique ou historienne, disons-le comme ça, puisque depuis Maurice Séguin, tu le sais très bien, Robert, on est très préoccupé par les effets de l'acte d'union de 1840. Et donc, moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé avant l'acte d'union? Il y a eu les patriotes qui se sont exilés aux États-Unis. Donc, je me suis dit, j'aimerais savoir qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis. Parce qu'il y a eu environ 300 patriotes qui se sont exilés aux États-Unis pour des durées plus ou moins longues. Et donc, je me suis servi du personnage de Ludger Duvernay comme pivot, si on veut, pour
faire l'histoire du mouvement patriotique aux États-Unis à partir de 1838. C'est un sujet qui avait pas été vraiment travaillé au Québec, donc j'ai voulu approfondir cette période-là. On fait la distinction souvent entre le 1837 et 38. Le mouvement de 38 avec les exilés aux États-Unis, c'est plus républicain, plus radical, non? Oui, c'est-à-dire que les patriotes exilés aux États-Unis, ils mènent une guerre de libération nationale, ce qui n'était pas le cas des patriotes auparavant qui menaient une guerre de résistance à l'oppression ou à l'armée britannique. Donc, à partir des États-Unis, les patriotes ont voulu créer une armée de libération. Et ils ont évidemment développé une vision plus républicaine de l'avenir du Bas-Canada de l'époque, parce que, bon, aux États-Unis, ils sont en contact avec très intéressant d'ailleurs, avec les loges maçonniques, parce que ceux qui les appuient dans leur mouvement, ce sont les francs-maçons des villages et des villes qui sont aux frontières du Bas et du Haut-Canada. Qui leur offrent les salles où ils peuvent qui leur offrent intervenir. non seulement des salles, ils financent. Ça prend de l'argent pour vivre en exil. Donc, ils financent l'achat des armes, ils financent leur survie, etc., etc. Donc, voilà, ce deuxième bouquin, ça met en scène Ludger Duvernay et une centaine de patriotes qui ont voulu reprendre le contrôle du Canada. Et dans cette recherche, je me suis dit, mais qu'est-ce que les Français ont pensé du mouvement de libération au Bas-Canada? Je me suis dit, je vais aller fouiller dans les archives françaises pour voir s'il n'y a pas des rapports qui expliquent la position que la France a prise à ce sujet-là. Ça, c'est au Quai d'Orsay. Oui, ça, c'est En au Quai France. d'Orsay, en France. Oui. Alors là, il y a des archives magnifiques au Quai d'Orsay et c'est très bien organisé. Et donc, j'ai mis la main sur un document inédit de 150 pages qui est le rapport de Gaspard Mollien, qui était le consul de France à Cuba et qui est venu passer un mois à Québec en octobre 1837, donc à la veille des rébellions, et qui fait un rapport à son ministre pour lui expliquer ce qui se passe au Bas-Canada et surtout pour lui dire qu'il ne faut pas appuyer le mouvement de libération nationale du Bas-Canada. Donc, ce consul de France c'était un rapport très circonstancié, très documenté, 150 pages, qui ne porte pas exclusivement sur le Canada, je dois le préciser, qui porte aussi sur les États-Unis et qui porte aussi sur les Grandes Antilles. Mais il donne une espèce de vision géopolitique de l'Amérique du Nord à son ministre de référence. Et c'est ce qui était intéressant dans ce rapport Mollien. Il y a beaucoup de dimensions parce que lui, il dit que la plus grande menace pour l'Europe, c'est les États-Unis. Et pourquoi? Parce que les États-Unis, dit-il, en 1837, les États-Unis vont entrer en guerre commerciale avec la Chine. Et qu'à partir de ce moment-là, l'Europe va être mise de côté par les Américains. L'Europe ne sera pas intéressante pour les Américains. C'est plutôt la conquête de la Chine qui est intéressante. Et c'est prémonitoire. Ah, c'est très prémonitoire. En fait, alors, ce fameux Mollien, il dit à son ministre, écoutez, il ne faut pas appuyer les patriotes parce que... Pourquoi il ne faut pas les appuyer? Parce que si on les appuie, ils vont renforcer l'hégémonie américaine puisqu'ils vont s'annexer aux États-Unis. Donc, la question de l'annexion aux États-Unis était très présente dans son esprit à lui et pour lui, c'était la chose qu'il fallait éviter à tout prix, renforcer l'hégémonie américaine en Amérique du Nord. Et donc, il voulait que le Canada reste tel quel pour ne pas renforcer la puissance américaine. Et pour ça, et tout ça pour protéger l'Europe, en fait, pour protéger l'économie européenne, le commerce européen. Alors, mais il ne s'arrête pas là. Il dit, bon, OK, on ne peut pas les appuyer, mais il faut les aider. Et là, il développe une stratégie d'appui culturel au Canada français et il propose même que tous les citoyens du Canada, du Bas-Canada, pardon, tous les citoyens deviennent citoyens français de telle sorte qu'ils seront protégés. La Grande-Bretagne ne pourra plus les traiter comme des citoyens de seconde zone.
puisque, bon, je le rappelle pour les historiens, il y avait eu une entente avec un traité entre la France et la Grande-Bretagne, un traité d'amitié. Donc, forcément, si vous êtes un ami, vous n'allez pas vous faire du tort, quoi. Bon, voilà. Alors ça, un bon prix de consolation. Alors, revenons donc à l'ouvrage qu'on doit voir aujourd'hui, là, Michel Lalonde, Penser l'émancipation. Ma première question, c'est d'où vous est venue l'idée de faire un ouvrage aussi abondant, détaillé, vraiment étoffé sur Michel Lalonde, que l'on connaît surtout pour son célèbre Speak White. Moi, j'avoue ne pas connaître grand-chose et j'ai lu 400 pages. J'avoue, j'étais étonné. Oui. Ben, c'est un peu pour ça. C'est parce que Michel Lalonde est connu, elle est connue pour Speak White, mais elle a une œuvre considérable qui, à mon avis, méritait de ne pas être oubliée. Alors, bon, l'anecdote, c'est que quand elle est décédée, j'ai été un des seuls à faire un témoignage d'appréciation dans les médias. Je trouvais ça quand même étonnant de voir que celle qui avait occupé la scène poétique québécoise pendant 2 ou 3 décennies était presque oubliée par le milieu littéraire, quoi. Donc, il n'y avait pratiquement pas d'hommage qui lui était rendu. Vous la comparez à Gaston Miron. Vous dites qu'elle était presque aussi importante dans le milieu que Gaston Miron? Bien sûr. Et elle avait plus de... À mon avis, elle avait plus de dimension intellectuelle que Gaston Miron. Miron était un poète, un excellent poète. La question n'est pas de les comparer en termes de valeur poétique. Mais Michel Lalonde avait une palette de préoccupations beaucoup plus large que Gaston Miron. Bon, les deux, si vous voulez, ont eu des itinéraires parallèles. Ils étaient dans les mêmes milieux, les mêmes cercles. Ils étaient des amis. Mais Michel Lalonde avait ce que Miron n'avait pas. Michel Lalonde avait une formation universitaire. Michel Lalonde était une philosophe de formation. Et ça explique pourquoi sa pensée est beaucoup plus polyforme, beaucoup plus étalée sur toutes sortes d'enjeux. Elle traite aussi bien des questions économiques, des questions sociales, linguistiques, culturelles. Elle a une pensée qui est globale et qui intègre toutes les dimensions. Ce que Miron ne fait pas vraiment. Miron, ça reste le poète de l'amour et évidemment du Québec, mais il n'est pas aussi protéiforme dans ses textes. Donc, alors voilà, je voulais pas qu'on l'oublie parce que je trouvais qu'elle avait une œuvre majeure et je voulais lui redonner la parole. Je voulais faire résonner sa voix de nouveau en écrivant un livre sur elle avec Mme Berthaud-Lavenir, avec qui je me suis associé, qui est une professeure d'histoire culturelle. Donc, évidemment, le livre, il traite presque uniquement de Michel Lalonde, mais c'est aussi une histoire culturelle du Québec. On passe à tous les courants littéraires sont présents. Les années 50, les années 60. 50, 60, 70, 80 et 90. Bon, à partir de 90, elle se retire, mais jusque dans les années 80, tous les courants littéraires, les débats littéraires, ils sont présents dans cet ouvrage. Donc, je me suis associé à Mme Lavenir pour une raison bien particulière. Parce que moi, bon, les téléspectateurs, pardon, les auditeurs ne le savent pas, mais je vais dire la vérité. J'ai été le conjoint de Michel Lalonde pendant 8 ans. Donc, je voulais que le livre soit malgré tout objectif et donc je me suis associé avec une co-autrice qui pourrait rétablir un équilibre si c'était nécessaire. Donc, je ne voulais pas être trop préjugé ou biaisé dans ma lecture. Mais pour rédiger un ouvrage de plus de 360 pages, vous avez dû avoir une variété de sources, tant archivistiques que des témoignages, des découpures de journaux. C'est vraiment très, très fouillé. Oui. C'était une grosse recherche énorme qui a duré plusieurs mois. Plusieurs années. Plusieurs années. 2 ans, oui, 2 ans. Non, ça a été une recherche énorme avec des sources documentaires extrêmement diversifiées, mais j'ai eu la chance d'avoir accès
aux archives de la succession Michel Lalonde avant que celle-ci ne soit déposée aux Archives nationales. Donc ça, c'est un privilège que j'ai eu comme chercheur, c'est d'avoir accès à l'ensemble des archives avant qu'elles soient déposées. Parce qu'à partir du moment où c'est déposé, ça peut prendre des années avant que ce soit mis en accès pour le public. Donc, j'ai eu ce privilège grâce à la succession de Michel Lalonde, qui était favorable à ce que je fasse une biographie de leur mère, quoi. Et aussi, donc, on a eu accès à des archives audiovisuelles qui sont extraordinaires, qui sont au Centre d'archives Gaston Miron de l'Université de Montréal, où c'est une richesse incroyable, parce que les entrevues que Michel Lalonde a faites à la radio, à la télévision, tout ça est accessible. Et donc, ça donnait un matériau qui était extrêmement riche, surtout dans la perspective où nous voulions donner la parole à Michel Lalonde, la faire parler, donc sur toutes sortes de sujets où elle n'avait pas nécessairement écrit, mais elle avait fait des entrevues et donc on avait des références qui nous permettaient d'attester qu'elle avait dit ceci ou cela. Et ça donne au livre une autre dimension, je pense, que simplement des archives écrites ou manuscrites. C'est par le Centre Gaston Miron qu'on peut avoir accès aux archives de Radio-Canada? Ouais, bon, ça, c'est un peu compliqué. C'est compliqué à Radio-Canada. Non, mais il ne faut pas aller à Radio-Canada. Il faut aller à l'Université de Montréal, au Centre d'archives Gaston Miron. C'est eux qui ont je ne sais pas quel accord ils ont fait avec Radio-Canada, mais c'est eux qui sont dépositaires de ces archives audiovisuelles. Donc, vous avez dans votre livre une bibliographie détaillée de tous ces entretiens-là à la radio, à la télévision, etc. Oui. Mais en plus, on a fait des entretiens. J'ai fait des entretiens avec C'est qui les gens du milieu qu'elle fréquentait le plus à ce moment-là? Ben, à ce moment-là, c'est... Hubert Aquin. Ah, oui, d'accord. Ben, j'ai fait, Hubert Aquin, Gaston Miron, Jean-Guy Pilon. Tous les gens, Jacques Godbout, bien sûr, tous les gens de la revue Liberté, et aussi plus tard, ce sera la revue Maintenant, Hélène Pelletier-Baillargeon, Vadeboncoeur, etc. Donc, alors, pourquoi avoir donné pour titre « Penser l'émancipation » ? Est-ce que c'est plus l'émancipation féministe, l'indépendance du Québec, les travailleurs? Le titre est vague, là, « Penser l'émancipation ». Penser, on pense à une philosophe qui pense. Voilà. Et, voilà, c'est ça l'idée. Ça reste imprécis un peu. L'idée, c'était... Oui, parce que, dans le fond, on ne voulait pas fermer le sujet. C'est penser l'émancipation parce que là, ce qu'elle a mis au point, c'est une réflexion sur la domination et l'oppression et elle l'a appliquée à 3 dimensions principales. Premièrement, bien sûr, le Québec, situation de domination où se trouvait le Québec, donc émanciper le Québec, ça c'est au cœur de sa pensée. Ensuite, évidemment, les femmes, l'émancipation des femmes est aussi une constante dans son œuvre, mais ça, j'imagine qu'on va y revenir un peu plus tard. Et finalement, une autre dimension qui est l'émancipation des auteurs, des écrivains, par rapport au monde de l'édition. Alors ça, Michel Lalonde a mené un très long combat contre le monde de l'édition et elle a voulu que les auteurs soient maîtres de leurs œuvres. C'est assez curieux, mais on peut penser que ça va de soi, mais ce n'est pas du tout le cas. Et elle a beaucoup souffert de ne pas avoir eu la maîtrise de son œuvre. Et je ne sais pas si on va y revenir, mais sur la question de Speak White en particulier, elle a perdu le contrôle de son œuvre et pour elle, contrairement à ce que les gens pensent, le poème Speak White, pour elle, est une catastrophe. Elle l'appelait le maudit poème. Parce que ce poème, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a voulu faire, c'est pas ça qui a été retenu. On a travesti le sens de ce poème en faisant un hymne nationaliste, alors que c'était un hymne à la lutte anti-impérialiste. C'était un poème qui était fait dans une perspective d'internationalisation. Est-ce qu'on peut dire d'analyse de classe? Oui, bien sûr. Sans être marxiste, c'était quand même... Absolument, c'est une analyse de classe, ou en tout cas de l'oppression sociale, oui, absolument. Il y avait des dimensions
qu'on voulait mettre en relief. Et ça, c'était important de montrer que sa vision du monde était une vision portée vers l'émancipation, la liberté des individus et des collectivités. Et ça valait aussi, évidemment, pour les femmes par rapport aux hommes, etc. Donc, c'était une philosophie qui englobait toutes les dimensions. Elle intervient très tôt pour l'indépendance du Québec dans le journal Le Devoir. Je crois que c'est dès 61. Elle est parmi les premières à intervenir avec ceux qu'on connaît davantage. Elle est la seule femme à intervenir. C'est ça qu'il faut quand même souligner. André Ferretti va venir un peu plus tard. Plus tard, oui. Non, mais à l'époque, elle est la seule femme à prendre position pour l'indépendance dans une enquête que le journal Le Devoir mène à cette époque-là. Je crois que c'est en 61. Mais avant, il faut quand même nous ramener aux années 50, parce que pourquoi on parle d'émancipation? C'est parce que ce groupe de poètes qui a travaillé à l'Hexagone, qui a publié à l'Hexagone, qui a publié dans une autre maison d'édition qui s'appelait Orphée, c'est l'émergence de l'intellectuel moderne. Parce qu'ils sont en révolte, ils sont en colère contre le milieu qui les oppresse. Ils vivent l'oppression. Ils la sentent. En tant qu'intellectuel, ils commencent à avoir des revues de contestation dans les années 50. Il y en a beaucoup, en poésie surtout, Orphée, l'Hexagone. Et elle s'inscrit dans ce mouvement-là. Mais peut-être pour le bénéfice de nos auditrices et auditeurs, c'est quoi la production? C'est des poèmes, sa production, sans entrer dans le détail, il y a des œuvres de jeunesse, des poèmes, il y a des pièces de théâtre, il y a aussi un travail comme dans des revues, Situation, Liberté, et ça a été aussi quelqu'un qui est beaucoup intervenu pour les rencontres de poètes. Donc, c'est sur la scène publique, mettre les poètes en évidence, si je peux dire. Oui, mais ils ont aussi... À l'Union des écrivains en particulier? Ouais, mais ça, c'est beaucoup plus tard, l'Union des écrivains. Non. Dans les années 50, effectivement, il y a les rencontres des poètes canadiens qui commencent à s'organiser. Michel Lalonde est une des organisatrices de ces rencontres annuelles entre les poètes. Et c'est à partir de ces rencontres-là que commence à se structurer un milieu qui va aboutir à la création de revues. Donc, c'est un long processus qui va prendre 5-6 ans de maturation de ces... Il y avait, par exemple, Yves Préfontaine qui était aussi dans ce groupe. Donc, c'est un long processus de maturation qui va amener ce groupe de poètes ou d'intellectuels à prendre conscience de leur situation, de la situation concrète dans laquelle ils vivent et où ils éprouvent l'enfermement, le repli sur soi, l'incapacité à s'exprimer. Toutes ces thématiques vont les habiter et ils vont faire le lien entre leur impuissance individuelle et le destin collectif. Impuissance comme intellectuelle dans les années 50, exactement. Surtout. Hein? Oui, c'est ça. Et vous avez décidé de ne pas parler de la vie intime et amoureuse de Mme Lalonde. Pourtant, elle en parle dans divers entretiens à la radio ou à la télévision. Vous en parlez finalement, mais très peu. Pourquoi? Parce que c'est une biographie intellectuelle et pas tellement une biographie personnelle. Je ne voyais pas l'intérêt que pour le public de connaître des détails de sa vie privée. Ça n'avait pas, pour moi, de pertinence ou de résonance, d'autant plus que... Son origine un peu bourgeoise d'Outremont, est-ce que ça a joué contre elle dans le milieu littéraire? Ah, bonne question. Non, c'est parce qu'elle vient d'un milieu assez privilégié. Pas vraiment, non. Pas vraiment. Elle vient de la rue Garnier. Je croyais que c'était d'Outremont. Non. Elle vient d'un milieu modeste, mais bon, son père... elle l'explique d'ailleurs dans un texte. Son père est devenu commerçant, et sans être riche, il était à l'aise financièrement. Et donc, elle a vécu, disons, une enfance sans souci financier, une enfance agréable, sans problème, quoi. Et ça, c'est pas tellement ça qui a nui à sa réputation. Son insertion dans le milieu intellectuel. Oui, son insertion dans le milieu intellectuel, c'est que, par la suite, elle a épousé
neurologue. Et donc, elle vivait à Outremont. C'est vrai qu'elle avait quand même des ressources financières qui lui permettaient de ne pas se soucier de l'avenir, quoi. Bon, disons ça comme ça. Ce qui n'était pas le cas nécessairement des autres poètes qui vivaient un peu difficilement. Donc, oui, elle a été jalousée parce que sa situation matérielle n'était pas problématique, quoi. Donc, On va s'arrêter pour une pause musicale. On va écouter L'âme à la tendresse, une chanson écrite par Pauline Julien sur une musique de François Dompierre, composée en 1973. Ce soir, j'ai l'âme à la tendresse, tendre, tendre, douce, douce. Ce soir, j'ai l'âme à la tendresse, tendre, tendre, douce, douce. Dresser avec vous ce lien et cette délicatesse, vous mes amis d'hier et d'aujourd'hui, cette amitié dans la continuité, un mot, regard, un silence, un sourire, une lettre. Ce soir, j'ai l'âme à la tendresse, tendre, tendre, douce, douce. Ce soir, j'ai l'âme à la tendresse, tendre, tendre, douce, douce. Françoise, Hélène, Claire, Patrick, Kim, Roland, Jean-Louise et tous les autres que je ne saurais nommer. Vous êtes mes encres, les soirs de détresse, la goutte d'eau qui fait jaillir la source, la lumière. Ce soir, j'ai l'âme à la tendresse, tendre, douce. Ce soir, l'âme à la tendresse, tendre, tendre, douce, douce. Aujourd'hui pourtant en vain, je vous espère. Où êtes-vous? J'appelle, je tends les bras. Nos amitiés se sont évanouies. Peut-être n'avons-nous plus rien à nous dire. Je chavire. Ce soir, j'ai l'âme à la tendresse, tendre, tendre, douce, douce. Ce soir, j'ai l'âme à la tendresse, tendre, tendre, douce, douce. Pourtant, nous savons que la vie est plus forte que la mort. Le désespoir a dit son dernier mot. Permettez-moi de vous aimer toujours. Riche de nos secrets, j'attendrai, 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 j'attendrai les amitiés nouvelles. J'ai l'âme à la tendresse, tendre, douce. Ce soir, j'ai l'âme à la tendresse, tendre, tendre, douce, douce. Alors, nous revenons pour parler de Michel Lalonde, Penser l'émancipation, un ouvrage de Denis Monnière et de Catherine Berthaud-Lavenir. Alors, on avait commencé à parler de son insertion dans le milieu intellectuel. Parlez-nous peut-être de ses œuvres de jeunesse. Elle a commencé très tôt à publier des poèmes. Quelles étaient les thématiques privilégiées à ce moment-là? Et c'est un peu ce dont on vient de parler. Ces poèmes de jeunesse sont très noirs, très lugubres. Ça parle de la mort, de la solitude, de l'enfermement. C'est des poèmes éthérés qui sont un peu disons, hors du temps, qui n'ont pas de rapport au réel, en tout cas à la vie concrète. Alors, elle a écrit une pièce de théâtre, par exemple, qui s'appelle Ancrania, qui est une pièce inédite, mais qui a été jouée au théâtre. Et le thème, ça va vous donner une bonne idée, le thème de cette pièce, c'est le suicide. Mais c'est la minute
précède l'acte du suicide. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la minute où on décide de se suicider et qu'on le fait? Donc, est-ce qu'il y avait un courant existentialiste? Oui, bien sûr. Début, C'est bien sûr que ça hein? se rattache au courant existentialiste qui est en vogue à l'époque en France. Et ces années de formation à l'Université de Montréal dans les années 55-56, c'était en philo. Est-ce qu'elle a fait un travail particulier, une recherche particulière en philo? Absolument. Ah, oui. Mais ça aussi, moi, vous savez, j'ai bien connu Michel Lalonde, mais il y avait des tas de choses que j'ignorais d'elle et cette biographie m'a permis de la découvrir en quelque sorte. Oui, alors, elle a fait une maîtrise en philo en 56 et qui portait sur Platon. Et c'était le thème l'engagement chez Platon. Donc, déjà, pour elle, l'engagement du philosophe dans la cité, c'était une préoccupation. Elle a consacré, donc, un mémoire de maîtrise qui a été accepté. Et c'était cette logique-là que l'intellectuel doit s'engager dans son milieu pour changer l'ordre du monde, quoi. Elle a commencé à écrire au Quartier latin avant de Radio-Canada. Radio-Canada, Ouais. c'est venu un peu plus tard, dans les années 60. Oui, 58, 59. À quel genre d'émission elle était associée? Ben, c'est des émissions sur les auteurs classiques. C'était des émissions philosophiques. Elle a fait des textes pour une émission sur Lucrèce ou Platon, justement. Elle traitait donc d'œuvres de philosophes qu'elle expliquait à la radio. Donc, ce qui m'a frappé aussi, c'est que dans ces pièces qui étaient jouées, il y avait toujours une partition de musique concrète qui avait été composée, entre autres, soit par Jean-Marie Cloutier, que j'ai eu d'ailleurs comme prof au Collège Sainte-Marie. Ah bon? Je me sentais vieux un peu quand j'ai retrouvé ça. Mais c'est surtout les ondes Martenot qui étaient impressionnants pour l'époque. Parce que les ondes Martenot, c'est un instrument qui est assez spécial, particulier, qui est très peu utilisé. Et donc, oui, c'était une originalité. C'est-à-dire, c'était de la musique concrète, comme on appelle ça aujourd'hui. Et elle mettait ça dans ses pièces, oui. Alors, ça détonnait un peu sur le climat de l'époque qui était un peu compassé et classiciste. Elle a publié plusieurs recueils de poésie, mais elle avait un problème avec les maisons d'édition. C'est assez particulier. Puis elle nous dit qu'elle tenait sa légitimité beaucoup plus du public que de l'institution littéraire. Et à la fin, elle ne voulait plus publier dans des maisons d'édition parce qu'elle était maltraitée, on ne lui payait pas de droits. Je crois que c'était un peu l'origine de son amertume, on peut dire. Un vaste débat, oui. Elle a passé à peu près 20 ans, les 20 dernières années de sa vie à se battre pour récupérer ses droits d'auteur auprès de diverses maisons d'édition. Et elle a expliqué à Jacques Godbout, que j'ai interviewé, qu'elle ne voulait plus publier. Donc, elle disait à Godbout, oui, j'ai des textes que j'aimerais publier, mais je ne les publierai pas parce que je ne veux plus avoir affaire à des éditeurs. Et donc, elle a engagé un avocat qui a travaillé pour récupérer tous les droits qu'elle avait donnés à différentes maisons d'édition comme Lafon en France ou l'Hexagone ici à Montréal. Alors pourquoi cette bataille? C'est pas des raisons financières qui sont derrière ça. Même si on peut penser qu'elle a été spoliée, en quelque sorte, largement parce que l'Hexagone n'était pas réputé pour payer ses droits d'auteur rubis sur l'ongle. Donc, mais c'était pas ça la question pour elle. La question pour elle, c'était de respecter l'œuvre. Et ce qu'elle a jamais accepté, c'est qu'on travestisse son œuvre, qu'on autorise la reproduction de ses textes et qu'on les travestisse, qu'on fasse des coupes, qu'on fasse des changements de texte. Et elle luttait contre le contresens que ça pouvait entraîner. Elle était très méticuleuse sur le travail littéraire et elle était horrifiée à l'idée qu'on puisse s'attaquer à ses textes.
elle voulait intervenir directement, j'imagine, dans des événements comme chants et poèmes de la Résistance, aller directement à la foule. Je crois qu'on la voit plus intervenir publiquement et aussi à travers des revues, parce qu'elle a été sur le conseil d'administration de au moins 3 ou 4 revues. C'est parce que je vois que le temps file et je ne veux pas oublier son rôle dans le monde de l'édition, à Situation, Liberté et même à la fin, à maintenant. Et je sais qu'à Liberté, elle a trouvé ça dur sous Hubert Aquin. Sous Godbout, ça a l'air à bien passer, mais... Oui, avec Godbout, avec Jean-Guy Pilon aussi, ça marche très bien, mais pas avec Hubert Aquin qui, disons-le, était un peu tir au flanc, qui s'occupait pas de sa fonction de directeur et qui faisait reposer la publication de la revue sur elle. C'est sûr. Et puis aussi, elle était la seule femme dans ce milieu. Ça, il ne faut quand même pas perdre de vue cette dimension. Elle était seule femme et elle subissait une forme de machisme, disons, appelons-le naturel dans le milieu littéraire de l'époque, en tout cas. Elle sentait que ses idées n'étaient pas reconnues ou prises en considération. Elle a voulu, par exemple, faire un numéro spécial de la revue Liberté sur la femme canadienne-française. Et les gars, ils s'en sont pas occupés, ils n'ont pas voulu le numéro n'est jamais paru. Non, le numéro n'est jamais paru. Donc, à partir de 65, elle quitte la revue Liberté parce qu'elle a d'autres sujets de préoccupation. Quel rôle elle a joué à l'Expo 67? C'est un texte ou une représentation? Alors, encore une fois, là, c'est une dimension de son œuvre qui est assez oubliée, mais elle a fait un poème symphonique qui a été joué à la Place des Arts avec l'Orchestre symphonique de Montréal. Alors, c'est quand même pas rien. Devant 3000 personnes à l'ouverture de l'expo, c'est elle qui a écrit le texte et avec M. Prévost, le compositeur, elle a fait le poème symphonique et ça a été joué durant l'expo à l'ouverture. En 68, elle a rédigé, je pense, son grand poème Speak White. Pouvez-vous nous dire dans quel contexte? Oui, bien d'abord, oui. Alors, Speak White, c'était dans le contexte des chants et poèmes de la Résistance et c'est Michel Rossignol, en fait, qui était une comédienne à l'époque, qui lui dit j'aimerais ça que tu me fasses un texte parce que je ne veux pas répéter ou lire les textes des autres. Alors Michel a fait le texte Speak White et c'est Mme Rossignol qui l'a lu pour la première fois. Et par la suite, elle s'est mise à le dire elle-même. À la Nuit de la Poésie, en 70. Oui, c'est ça, à la Nuit de la Poésie. Et c'est devenu un peu sa marque de commerce, quoi. Speak White, ça c'est resté comme étant son œuvre majeure. Mais je ne pense pas que ce soit l'œuvre majeure. Elle en a plein d'autres. Et c'est à ce moment-là qu'elle travaille à la revue Maintenant, c'est dans les années 80? Plus tard, 74, 76. Les dernières années. Les dernières années de Maintenant, oui, c'est ça. Donc, avec Hélène Pelletier-Baillargeon et Jacques Grandmaison, Fernand Dumont, pardon. Donc, elle travaille avec Vadeboncoeur aussi. Donc, c'est une approche plus modérée que Parti pris. Elle n'a jamais été attirée par Parti pris en raison de la question du joual, parce qu'à l'époque, Parti pris défendait une littérature joualisante. Et pour Michel Lalonde, le joual était le symbole même du colonialisme. Par les jouals, c'était accepter, intégrer le colonialisme dans sa culture. Pour elle, c'était inacceptable. Donc, elle n'a jamais été près des gens de Parti pris. Féministe, elle s'est exprimée sur les difficultés à mener de front sa vie de mère de famille et de créatrice. C'est aussi parce que avec son conjoint, elle était souvent à l'extérieur du pays pour des stages d'études pour lui. Pas tant que ça. Non, elle a fait son mari a fait des stages, c'est vrai. Elle est allée en Angleterre. Boston. Boston aussi, oui. Mais bon, Mais elle quittait la scène québécoise. Elle n'était pas toujours présente. Non, c'est vrai. Elle était à Harvard pendant quelques mois, en 60. Ensuite, elle est allée à Boston. Ensuite, elle est allée à Londres. Mais elle voyageait
à l'époque, c'était un peu original. Elle s'est fait élire à l'Union des écrivains. Alors oui, bien, on saute un grand bout. Oui, Ben, donc, parce qu'on a peu de temps, et j'essaie de couvrir l'ensemble de la période. Alors, elle s'est fait élire en 85, 86, je crois, à l'Union des écrivains, comme présidente de l'Union des écrivains. Et bon, elle a aussi fondé la FIDELF, la Fédération internationale des écrivains de langue française. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Michel Lalonde avait aussi un grand rayonnement international. Elle avait des réseaux à Paris, dans les milieux intellectuels de gauche, qui étaient très intéressants, que je l'ai parfois accompagnée. Elle a été invitée, par exemple, à un spectacle à l'UNESCO, un spectacle qui s'intitulait « Guerre à la guerre ». Et donc, vous voyez qu'elle a beaucoup plus de dimension internationale que Gaston Miron, en fait, si on veut revenir à la comparaison du départ. En 80, elle a fait une tournée européenne et le titre, c'est « Les 7 paroles du Québec ». Elle était la seule femme aux côtés de Miron, de Michel Garneau, Langevin, Raoul Duguay, Paul Chamberlain. Donc, elle est souvent seule parmi un groupe de poètes. Ouais. Elle intervient beaucoup dans toutes les interventions, les congrès, les interventions des poètes. Et à l'Union des écrivains, donc, il y a un rôle important dans la défense des écrivains. Tout à fait, oui. C'était, comme je le disais au début de l'entrevue, c'est une des dimensions de l'émancipation. L'émancipation des écrivains par rapport au contrôle qu'exercent les éditeurs ou, disons, au fait que les éditeurs ne se soucient pas vraiment de la protection des œuvres de leurs auteurs. C'était plutôt ça son... Elle est intervenue pour le premier référendum de 80, mais pas du tout pour celui de 95. Non. Mais en 80, est-ce qu'on a des traces particulières de ces interventions? Oui, ben elle est dans un comité, là, le comité du oui, le comité du oui, comité national du oui, je pense. Elle est dans une organisation, oui. Je vois qu'elle a publié « Manifeste légitime de défense de Duplessis à Trudeau. Les intellectuels résistent donc ». Et vous y étiez avec Hélène Pelletier-Bergeon, Oui. Paul Chamberlain. C'était quoi exactement? C'est un manifeste qui a été publié dans les journaux? Oui, mais pas uniquement. C'est-à-dire que c'est bon. Ça, c'était en décembre 80. Oui, alors Trudeau avait fait une déclaration et nous, on avait décidé de répliquer à Trudeau. Et par ce manifeste, Légitime Défense, qui avait été aussi diffusé en affiche, qui avait été placardé sur les murs de Montréal. Donc, c'était bien sûr que le texte avait paru dans Le Devoir, mais il avait été aussi diffusé dans les espaces publics. Et donc, mais Trudeau a répondu à ce texte. Ah oui. Et on était probablement les seuls intellectuels qui avons réussi à faire bouger Trudeau, en tout cas à le piquer au vif. Et donc, il a répliqué à notre texte et nous avons republié un autre texte, un autre manifeste. Est-ce que c'était Cause commune à ce moment-là? Non, c'était non, un manifeste Cause commune, pour une internationale des petites cultures. Non. Et vous étiez aussi impliqué avec elle. Oui, on a Je crois écrit que ça c'était à ensemble. l'Hexagone. Hein? On a publié ça ensemble à l'Hexagone, oui. Non, le manifeste pour les petites cultures, ça répond à une autre question. C'est que lors du référendum de 80, les intellectuels français avaient appuyé le oui au référendum. Et donc, Michel voulait qu'on donne un suivi, qu'on leur fasse le suivi et qu'on leur dise, voilà, vous nous avez appuyés, ben nous aussi, on veut vous appuyer. Donc, on veut appuyer les actions d'intellectuels en Europe, les Catalans, les Basques, tous les mouvements, disons, de libération nationale qui existaient en Europe à l'époque. Donc, c'était l'idée de cause commune. Nous sommes un mouvement de libération et nous sommes d'accord pour appuyer d'autres mouvements de libération. On sortait du nationalisme étriqué, étroit. Ça n'a jamais été la préoccupation de Michel Lalonde de s'enfermer dans le Québec. C'était une dimension, elle visait l'international. Alors, je voulais donner 3 exemples. En 82, elle est élue présidente de la Fédération internationale des éditeurs de langue française. Des écrivains de langue française. Des écrivains de langue française. De 84 à 86, elle est présidente de l'Union des écrivains du Québec. En 85, elle reçoit la médaille de l'Ordre des francophones d'Amérique. Alors, elle a été très impliquée dans toutes ces interventions-là à l'international. Et à la fin de sa vie, on dit qu'elle ne faisait plus confiance du tout aux maisons d'édition. Elle dit qu'elle est souvent traitée violemment et
elle s'éloigne effectivement du milieu. Elle vit assez retranchée, isolée. Hein? Les dernières années de sa vie sont assez tristes, au fond. Oui, c'est une vie, disons, un peu misérable, mais bon, elle a été profondément choquée, bouleversée par le sort qui a été fait à Speak White par Marco Miccone, par Marco Miccone, ça, c'est en 89. Qui a publié Speak What, et qui était un plagiat, un piratage de son œuvre, piratage, détournement, et ce qui l'a profondément perturbé, c'est que les écrivains n'ont pas pris sa défense. Même Miron ne s'est pas mouillé pour elle. Il n'a pas voulu intervenir dans le débat pour soutenir sa cause. Alors, c'est sûr qu'elle a été pleine d'amertume à la suite de cette mauvaise expérience. Est-ce qu'elle était assez âgée à ce moment-là? Elle est décédée en 21? 21, donc, je ne sais pas, elle devait avoir dans les 60. 89, elle était née en 37, donc ça fait... Fin des années 50, une cinquantaine d'années, oui. Il y a une dernière œuvre qui est assez particulière, qui a été publiée en 95, un tout petit tirage, Terra Nostra Desolata. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? Oui, ben c'est un texte qui avait déjà été publié dans une revue syndicale. C'est assez... Alors, vous voyez qu'elle était assez près du milieu ouvrier, enfin du milieu syndical. Et c'est un texte c'est un texte apocalyptique qui prévoit la fin du monde et qui, en fait, est un message envoyé pour qu'on garde une trace, pour qu'on n'oublie pas l'existence de l'humanité. Donc, c'est assez lugubre comme perspective, mais en même temps, je crois que c'est assez prémonitoire dans son cas. Je crois qu'elle a toujours voulu lutter contre l'oubli. C'était pour elle une obsession de ne pas être oubliée. Et je pense que c'est tout à fait légitime. La plupart des écrivains écrivent justement pour ne pas être oubliés. Il y a un aspect sur lequel on n'a pas parlé beaucoup, c'est le côté film. Elle est intervenue dans le domaine du cinéma dans une perspective féministe. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots? Ben, elle a rédigé les scripts de 2 films. Un film avec Anne-Claire Poirier. Là, les dates ne me viennent pas à l'esprit. Mais bon, c'est un film sur la femme dans le monde moderne. Et un deuxième film qui, lui, était plus de fiction, qui s'appelait La Conquête. Donc, c'est un... Alors, le thème de la conquête, évidemment, c'est le rapport entre un homme et une femme qui se rencontrent à Québec sur les plaines d'Abraham. Donc, bon, alors c'est assez cocasse puisqu'on symbolise la conquête britannique avec le scénario lorsqu'un homme tente de séduire une femme. Donc, et donc, le film se passe à Québec et ça raconte un peu la conquête, pourquoi le Québec est soumis. Et ça se traduit en même temps par la soumission homme-femme. Quoique, à la fin du film, les 2 protagonistes prennent leur liberté et se disent libres l'un de l'autre. Donc, c'est un film qui, d'ailleurs, vient d'être remasterisé, qui a été diffusé récemment. Le projet Éléphant, non? Oui, exactement, dans le projet Éléphant, qui a été diffusé là, à la Cinémathèque. À la Cinémathèque. Il y a un aspect sur lequel non plus on n'a pas beaucoup intervenu, c'est ses interventions à la radio. J'ai vu qu'elle avait fait des émissions en philosophie sur des grands philosophes. Oui, mais ça, on en a parlé un peu avec les émissions de Jean-Guy Pilon fin des années 50, au début des années 60. Elle a fait des séries d'émissions consacrées aux philosophes classiques. Oui. Par contre, elle n'a jamais pu devenir prof à l'École nationale de théâtre. Pourquoi? Oh, j'ai aucune idée. Elle a été prof. Elle se plaignait de ne pas avoir été acceptée alors qu'elle avait fait quand même un gros travail. Elle a été prof. Non, elle a été prof? Oui, elle a été prof à l'École nationale de théâtre pendant plusieurs années. Oui, elle a enseigné l'histoire, d'ailleurs, l'histoire contemporaine. En même temps que Michel Rossignol. Oui, c'est ça, exactement. Et je pense que c'est quand Michel était
était directrice de l'école qu'elle a enseigné plusieurs années, oui. Nous, d'ailleurs, j'ai rencontré Julie Vincent, qui est une de ses anciennes étudiantes à l'École nationale de théâtre, avec qui j'ai fait une entrevue et qui qui admirait énormément Michel Lalonde. Elle rêvait, Michel Lalonde, je crois, d'être comédienne. Est-ce qu'elle n'a pas pu s'épanouir vraiment dans le théâtre, je pense? C'est plus en poésie. Est-ce qu'on peut dire ça ou... Je ne crois pas qu'elle voulait être comédienne. Ça ne m'apparaît pas elle rêvait, une évidence. Elle dit qu'elle rêvait de faire une carrière... Non, je pense pas. Elle voulait rendre la poésie accessible au plus grand nombre, et pour elle, le texte n'était pas le bon support. Pour elle, c'est pour ça qu'elle a fait la lecture de ses propres poèmes en public. C'est parce qu'elle pensait que ça pouvait permettre au peuple, aux citoyens, de rejoindre la poésie. Elle voulait rejoindre directement son public. Rejoindre directement le public, et non pas passer par l'intermédiaire du texte. Est-ce qu'elle a publié plusieurs recueils de poésie? Deux à ma connaissance, là, Le songe de la fiancée détruite, Jôle. Vous voyez, d'ailleurs, c'est des thèmes, ça, dans les années 50. C'est pas Jôle. Je parlais du terme de l'enfermement, de la prison, etc. Donc, le songe de la fiancée détruite. Donc, c'était pas gay comme... Et c'était pas très accessible, non? Non, c'était hermétique. Il y a quelque chose de très hermétique. Non, elle change complètement son registre de création à partir des années 60. Elle prend conscience, comme beaucoup de créateurs d'ailleurs, elle prend conscience du peuple. Il faut parler au peuple, aux citoyens. Et donc, elle change, et non plus parler à ses pairs littéraires. Donc, elle change complètement son rapport à la communication. En tout cas, votre livre montre que c'était pas la nationaliste qu'on peut imaginer, parce qu'on l'a vu dans les grands rassemblements indépendantistes, et c'est quelqu'un qui a une pensée beaucoup plus subtile, peut-être, et plus large. Et elle intervient dans plus de domaines. Tout à fait. En tout cas, merci de nous l'avoir fait connaître. C'est le but. En terminant, j'aimerais qu'on écoute peut-être une dernière chanson, La vie de Factory, en rapport un peu avec l'engagement et son féminisme. Alors, je vous remercie beaucoup de nous avoir parlé de Michel Lalonde, qui était peu connu. Je pense que ce livre-là apporte beaucoup de détails et fait connaître tous les aspects où elle s'est impliquée, tant dans le féminisme, l'indépendance et le travail auprès des éditeurs et des poètes en particulier. Alors, merci beaucoup. Merci à toi. Je suis venue au monde seule, comme tout le monde. C'est seule que je continue ma vie. Adieu le Père, je pourrais répondre. C'est jamais moi qui a fait le bruit. Pour imaginer mon allure, penser à novembre sous la pluie. Et pour l'ensemble de ma tournure, au plus long des longs ormes gris. Comme on dit dans la fleur de l'âge, je suis rentrée à factory de coton. Vu que les machines font trop de tapage, je suis pas causeuse de profession. La seule chose que je peux vous apprendre, c'est d'enfiler le bas de coton sur un séchoir en forme de jambe, en partant de la cuisse au talon. Si je pouvais mettre bout à bout le chemin de la factory à maison, je serais rendue, y a pas de doute, faiseuse de bébelles au Japon. Pourtant, à cause de mes heures, je peux pas vous décrire mon parcours. Je vois rarement les choses en couleur, vu qu'il fait noir aller-retour. Quand la sirène crie délivrance, c'est le cas de le dire, je suis au coton. Mais c'est comme dans ma petite enfance,
la cloche pour la récréation. Y a plus qu'une chose que je désire, c'est de rentrer vite à la maison. Maintenant, j'ai plus rien à vous dire, je suis pas un sujet à chanson. Nous en sommes maintenant à la fin de cette émission. Vous pourrez la retrouver sur le site de la Société historique de Montréal, à l'onglet Émissions de radio ou sur notre chaîne YouTube. Nous vous invitons, si ce n'est déjà fait, à devenir membre de la Société historique de Montréal, ce qui nous permet de produire ces émissions. Alors, merci de nous avoir écoutés et à la prochaine.